édité en 2016, mais qui n'avait pas été largement diffusé. Et ce guide foncier avait été construit notamment dans le cadre de travaux menés pour le compte du CASDAR, donc le compte d'affectation pour le développement rural, auquel nous participons et auquel la coopération agricole participe pour faire en sorte que les coopératives agricoles puissent développer justement des outils pour développer l'agriculture et les territoires. Et donc nous intervenons plus précisément sur la question du renouvellement des générations et nous allons voir que le foncier fait partie intégrante de la problématique du renouvellement des générations. Donc pour ce webinaire, nous avons été 6 à le construire. 3 d'entre nous vont intervenir, vous les entendrez, et puis également d'autres personnes qui sont là en chemin, qui seront là pour récolter les questions, pour organiser les réponses et aussi apporter des compléments d'information. Donc, en tout premier lieu, Camille Auguste, qui est juriste à la coopération agricole Grand Est. J'espère que tu nous entends. Je suppose que oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Camille. Mon micro était activé. Ensuite, nous avons Frédéric Cordier, socio-économiste à la coopération agricole Sud. Bonjour. Donc moi-même, Gaëtan Javel, je travaille à la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes, donc je suis basé à Lyon. Je travaille particulièrement avec des administrateurs de coopératives pour les accompagner sur tout ce qui va être les questions de gouvernance ou de stratégie des coopératives. Nous avons aussi Laurent Cutzac dans les Pyrénées-Orientales à la coopération agricole Occitanie. Doit nous entendre. Bonjour à tous. Charles Guillaume, qui est juriste pour la section vigneron coopérateur à la coopération agricole au niveau national. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin Muriel Tina, qui est juriste, directrice adjointe de la DIAGF, la direction des affaires juridiques et fiscales à la coopération agricole. Bonjour. Voilà. Donc, un nombre plus important de personnes avaient travaillé sur l'édition du guide, mais c'est nous qui avons été chargés d'en faire un webinaire pour vous le diffuser. Donc, ce webinaire durera jusqu'à 15h30, un peu plus si vous avez de plus amples questions, mais nous nous engageons à respecter ce temps-là. Donc, nous sommes sur Teams. Si vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser cet outil, vous avez en haut de votre écran différents pictogrammes. Un pictogramme avec un micro. Donc, lorsque vous cliquez dessus et qu'une barre diagonale le traverse, c'est donc qu'il est coupé, de même pour la caméra. Vous avez une main levée. Lorsque vous cliquez dessus, ça va nous indiquer que vous souhaitez intervenir. Donc, éventuellement, si vous souhaitez intervenir, ça pourrait être le cas. Toutefois, nous essayons de privilégier un échange après la présentation. C'est-à-dire que nous allons vous faire la présentation, sauf si vraiment vous voulez intervenir tout de suite, vous le pourrez. Mais sinon, on essaye de privilégier ça pour la fin, pardon. Et vous avez à côté un pictogramme qui représente une bulle d'échange. Si vous cliquez dessus, la conversation apparaît et vous pouvez y poser vos questions. Nous compilerons les questions et nous y répondrons à la fin. Voilà. Donc, le temps de la présentation, nous vous proposons de couper les caméras et le micro pour éviter les bruits parasites. Et lorsque vous prendrez la parole, donc pensez bien à réactiver votre micro et éventuellement activer la caméra. Et je vous signale également que le webinaire est enregistré. Donc, ça veut dire que vous pourrez avoir accès à l'enregistrement a posteriori du webinaire. De plus, vous aurez l'enregistrement, mais aussi les diapositives que nous allons vous présenter vous seront données. Donc, tout ça vous sera donné en même temps. Donc, ce webinaire va se décomposer en 6 temps. D'abord, une présentation assez rapide des enjeux qui sont liés au foncier pour les coopératives. Et puis, nous allons vraiment avoir deux angles qui ont été les angles de conception du guide foncier. Le premier, c'est à travers la faisabilité juridique d'un dispositif foncier dans une coopérative au regard des spécificités du droit coopératif. Et ensuite, c'est aussi la question du financement du foncier par les coopératives et des différents outils qui existent. Nous vous présenterons les outils qui existent et les retours d'expérience que nous pouvons avoir dessus. Donc,
La coopération agricole, c'est en France 2300 entreprises. Je fais cette présentation notamment pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du réseau des coopératives. 2300 entreprises, 85 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 190 000 employés, donc une force importante, conséquente dans l'emploi agricole, une présence forte auprès des exploitants agricoles, puisque 3 agriculteurs sur 4 adhèrent à au moins une coopérative, une diversité des filières, mais aussi une diversité des engagements, et notamment des engagements dans la transition agroécologique, puisque 600 coopératives sont engagées dans le bio. Et les groupes coopératifs, enfin des coopératives, il n'y a pas que forcément des grands groupes polyvalents coopératifs. Les coopératives sont principalement des TPE-PME, à 75% d'entre elles, qui sont majoritairement présentes en zone rurale, qui font vivre les territoires ruraux et qui font 60% de la mise en marché des produits agricoles. Donc de fait, la coopération est réellement une force importante. Et les entreprises coopératives sont créées et gérées par leurs membres dans le but de satisfaire leurs besoins économiques. De fait, la coopérative doit donc répondre à une exigence d'apporter un service au meilleur coût pour des agriculteurs, que ce soit la collecte, l'approvisionnement ou tous les autres services qui peuvent être mis en place. Donc une coopérative n'existe que si des agriculteurs la composent, puisque c'est eux qui vont porter le capital social de la coopérative. Donc la pérennité de la coopérative sera fonction de la pérennité des exploitations agricoles. Et donc pour cela, il faut à la fois un renouvellement des populations agricoles, et ce renouvellement peut se réaliser que si le foncier est accessible pour ceux qui vont renouveler les générations agricoles, et à la fois avoir un foncier accessible, mais permettant aussi de gérer une activité rentable. Si on regarde un peu la question du renouvellement, on voit qu'aujourd'hui, en France, le taux de remplacement est entre 70-80%, donc en moyenne 75%. C'est-à-dire que, au vu de la démographie agricole, chaque année, nous perdons des exploitants agricoles. Pour autant, la surface cultivée, la baisse de la surface cultivée n'est pas proportionnelle à la baisse du nombre d'exploitants agricoles, mais toutefois, on assiste à une disparition de certaines terres arables. De fait, on a des exploitations qui augmentent de plus en plus en surface, on a de plus en plus de pluriactifs, de plus en plus d'agriculteurs dont le métier ne va pas être uniquement la production agricole, mais qui vont aller chercher une source de revenus extérieure à la ferme. Le foncier est capté par l'urbanisation et le foncier subit une pression financière. Donc, il devient vraiment un frein au renouvellement. Et de fait, il y a une multiplicité des causes qui rendent difficile l'accès au foncier, mais principalement, on peut cibler l'urbanisation, qui avale, on dit, à peu près l'équivalent d'un département français entre 7 et 10 ans, mais surtout aussi une spéculation foncière et une financiarisation du foncier. Le foncier devient vraiment un enjeu financier, un placement privilégié des investisseurs. Et donc, pour la coopérative, il faut qu'elle garantisse l'accès au foncier, aussi pour maintenir son potentiel d'activité, maintenir ses facteurs de valorisation, d'économie, vraiment de garantie d'un meilleur service pour les agriculteurs. De fait, le profil des propriétaires du foncier évolue, le sociétariat agricole évolue et le sociétariat des coopératives évolue, puisque l'exploitation agricole est la coopérative est le prolongement de l'exploitation agricole. Les coopératives, face à cette situation-là, ont mis en place différentes choses et sont devenues un réel laboratoire d'innovation concernant les modalités de faciliter l'accès au foncier pour les nouvelles générations d'agriculteurs. Et c'est ce que nous allons vous présenter tout au long de ce webinaire. Donc dès à présent, je vais passer la parole à Camille Auguste, qui va vous présenter les conditions de la faisabilité juridique de l'accès au foncier pour les coopératives. Merci Gaëtan. Alors, nous allons voir notamment si, au regard de son objet social, une coopérative peut intervenir directement sur le foncier et quelles sont les recommandations du Haut Conseil de la coopération agricole. Alors, savoir si une coopérative peut intervenir sur le foncier passe par l'analyse de son objet social. Le Code rural définit l'objet des coopératives agricoles comme l'utilisation en commun par des agriculteurs de tout moyen propre à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Donc l'objet est étroitement lié à l'activité agricole des exploitations membres de la coopérative. Il s'agit notamment pour l'activité collecte-vente d'assurer ou de faciliter la production et la vente des produits agricoles provenant des exploitations des associés coopérateurs. Pour l'activité approvisionnement, c'est d'assurer l'approvisionnement des associés coopérateurs pour les besoins de leur exploitation. Et pour l'activité service, c'est de fournir aux exploitations tous les services, aux associés coopérateurs, tous les services nécessaires à leurs exploitations. Donc l'intervention sur le foncier agricole n'est pas dans l'objet principal d'une coopérative agricole. Cependant, il est précisé dans le Code rural, mais également dans les statuts, que les coopératives peuvent réaliser des activités de collecte-vente, d'approvisionnement ou de services pour des exploitations qui leur appartiennent en propre, qu'elles louent ou qui leur ont été concédées. L'intervention sur le foncier ne relevant pas directement de l'objet social des coopératives, les opérations doivent rester accessoires à l'objet principal des coopératives. Et le HCCA a défini des recommandations pour les coopératives qui souhaitent intervenir sur le foncier et nous allons voir ces recommandations. La première est que l'intervention des coopératives sur le foncier et notamment son acquisition ne doit pas avoir de caractère spéculatif. La coopérative étant le prolongement de l'exploitation de ses associés coopérateurs, elle agit dans leur intérêt. L'objectif principal de l'intervention des coopératives sur le foncier est vraiment d'assurer la pérennité de la coopérative, mais également de ses associés coopérateurs. Et les interventions peuvent maintenir, voire développer les exploitations des associés coopérateurs. Et puis aussi, on voit des coopératives qui acquièrent du foncier dans un but purement stratégique, comme pour se constituer des réserves foncières autour de la coopérative pour éventuellement s'agrandir. En tout cas, les coopératives ne doivent pas acquérir du foncier pour le revendre rapidement et dégager une plus-value, parce qu'elles ne doivent pas être accusées de faire gonfler le prix du foncier. L'autre recommandation, c'est que l'intervention sur le foncier doit porter sur des biens ayant un rapport direct avec l'objet de la coopérative. Par exemple, une coopérative vinicole ne peut pas acquérir des forêts. L'intervention, troisième recommandation, est que l'intervention sur le foncier doit rester accessoire à l'objet principal de la coopérative. Donc la surface détenue par la coopérative ne doit pas représenter plus de 20% des surfaces engagées à la coopérative. Au-delà, il est impératif de recourir à une filiale. Alors, comment une coopérative peut-elle intervenir sur le foncier ? En pratique, cela se concrétise par la possibilité d'exploiter en direct le foncier que la coopérative a acquis ou qu'elle loue, ou alors lorsqu'elle en est propriétaire, une coopérative peut le louer aussi à ses associés coopérateurs. Et enfin, nous allons voir si une coopérative peut réaliser du portage de foncier. Donc, lorsque la coop est propriétaire de son foncier, elle peut l'exploiter via ses salariés, via un prestataire de service ou alors l'un de ses associés coopérateurs. Donc, la coopérative a la qualité d'exploitant agricole en titre et doit donc se soumettre à la réglementation des structures comme n'importe quel exploitant agricole. Elle doit donc déposer un dossier auprès de la direction départementale des territoires, du lieu de situation des biens. Et la direction départementale des territoires va instruire le dossier et c'est le préfet de région qui va accorder l'autorisation d'exploiter ou alors la refuser. Si la coopérative exploite via un associé coopérateur sous forme de prestation de service, il faut bien faire attention au risque de requalification en contrat de travail. Pour cela, des conditions sont à respecter, notamment l'indépendance du prestataire. Il doit vraiment conserver l'initiative des décisions dans l'exécution de la prestation et donc assurer les risques économiques de son activité. Et les travaux de prestation doivent uniquement être réalisés par le prestataire, donc l'associé coopérateur,
et non et non en concert, je dirais, avec les salariés de la coopérative. Donc, il faut impérativement établir l'absence de tout lien de subordination entre la coopérative et l'associé coopérateur prestataire, ce qui exige vraiment une autonomie dans la réalisation de la prestation. Concernant le cas où la coopérative loue son foncier à un associé coopérateur, son intérêt, c'est que ça permet d'éviter toute démarche, ce cas permet d'écarter toute démarche spéculative de la coopérative. L'allocation d'un associé coopérateur permet de contribuer à la consolidation d'une exploitation, voire à son renforcement. Dans ce cadre, le HCCA recommande qu'un bail soit rédigé entre la coopérative et l'associé coopérateur. Et d'ailleurs, si vous avez des baux d'une durée supérieure à 12 ans, ils doivent impérativement être passés devant notaire. Il doit avoir l'acte authentique. La coopérative doit percevoir un loyer et au regard du principe de l'équité entre les associés coopérateurs, les apports issus des parcelles louées doivent être valorisés dans les mêmes conditions que pour ceux des autres associés coopérateurs. Alors, une question se pose, comment la coopérative peut-elle s'assurer de bénéficier des apports de l'associé coopérateur pendant la durée du bail consenti? Aujourd'hui, les baux ruraux classiques ne permettent pas de sécuriser les apports des associés coopérateurs bénéficiant d'un bail à la coopérative. Un associé coopérateur qui bénéficie d'un bail par sa coopérative peut la quitter tout en conservant le bail. Donc, pour conjurer, je dirais, cette manœuvre, certaines coopératives ont indiqué dans le bail une clause selon laquelle la perte de la qualité d'associé coopérateur mettait automatiquement fin au bail. Mais il est clairement douteux que ce dispositif conventionnel soit efficace dans un système qui limite vraiment les motifs de résiliation. Ces motifs sont prévus dans le Code rural et le non-respect de l'engagement coopératif n'est pas prévu. Cependant, aujourd'hui, il existe des solutions qui sont plus ou moins certaines, notamment le bail cessible hors cadre familial, qui pourrait être une solution pour pallier aux incompatibilités des baux ruraux traditionnels avec le droit coopératif. Il a des mécanismes particuliers qui permettent notamment de compenser sa cessibilité à une tierce personne et à tout moment. Donc, ces mécanismes sont le pas de porte, la majoration des loyers. Ce qu'on entend par le pas de porte, c'est le fait de verser une somme d'argent au bailleur. La majoration des loyers, il est possible de majorer le montant du fermage jusqu'à 50% par rapport au montant indiqué dans les arrêtés préfectoraux. Et donc, l'exigibilité du pas de porte et l'application de la majoration ne seraient actionnées par la coopérative que si l'associé coopérateur ne respecte pas son engagement d'activité ou l'arrête. Donc, ce sont des mécanismes qui sont incitatifs pour le coopérateur à respecter son engagement d'activité. Et puis aussi, lorsque la coopérative est bien propriétaire, il est possible, lorsqu'elle conclut un bail cessible hors du cadre familial, de prévoir un pacte de préférence au profit de la coopérative en cas de cession du bail. Après, c'est un bail qui est peu attractif. Nous, on le voit dans la région Grand Est, il y a très peu de baux cessibles hors cadre familial qui sont conclus en raison de plusieurs incertitudes juridiques, notamment autour de l'indemnité d'éviction et de la qualification juridique du pas de porte. Donc, une autre solution qui peut être plutôt, on va dire, lourde à gérer, lorsque la coopérative a pris la décision d'accompagner un associé coopérateur sur le foncier, elle peut décider de constituer avec cet associé coopérateur une société civile d'exploitation agricole. Et la coopérative, elle est majoritaire dans la structure et en prend la gérance. Donc, cette structure aura l'engagement d'activité et
Et cela permettra, c'est la coopérative qui, comme elle gérera la société civile d'exploitation, elle maintiendra son engagement d'activité à la coopérative. Et après, si une coopérative répond aux attentes et aux besoins des associés coopérateurs, alors quelque part, le risque de voir quitter la coopérative avant la fin de son bail existe toujours, mais il peut être atténué. Après, c'est un travail quotidien dans la relation coopérative associé-coopérateur. Alors, Frédéric Cordier va vous présenter ce que peut faire aujourd'hui une coopérative en termes de portage de foncier. Oui, rebonjour. Le portage, c'est une solution qui est assez intéressante. Ça correspond aux questions 24 et 49 du guide. J'essaie de vous donner les références chaque fois du document qui est beaucoup plus détaillé que notre présentation. Là, dans le portage, on est dans un cas où il y a un coopérateur qui ne veut pas financer son acquisition au moment où le foncier est disponible, et la coopérative ou sa filiale, principalement sa filiale, selon les recommandations de l'HCCA, va se porter acquéreur, lui louer ces terres-là et lui permettre, au bout d'une période plus ou moins longue, de racheter ce foncier. Donc c'est un procédé assez intéressant qui permet de respecter le fait que la possession de foncier n'est pas dans l'objet principal d'une coopérative, comme vient de le dire Camille. Donc comment ça se passe? Donc la filiale, la COP ou sa filiale achète seule ou avec d'autres, dans le cas d'une société. Le foncier est loué au coopérateur ou mis à disposition via la SAFER. Donc c'est des mécanismes qu'on va voir un peu plus loin qui sont permis par la SAFER. Donc on parle de conventions de mise à disposition de la COP à la SAFER, puis des conventions d'occupation provisoire et précaire au coopérateur. Le coopérateur s'engage à le racheter en fin de période. Et là, le loyer qui est payé, soit il vient en déduction du prix, soit cette phase-là permet au coopérateur de constituer un autofinancement et qui lui permet après de retourner voir une banque à la fin du portage et d'acquérir le foncier de manière classique. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pas de spéculation, le prix le plus souvent est figé. Et puis surtout, le montant initial, une fois qu'il est remboursé, il peut servir à d'autres projets. C'est un effet revolving. Donc, on n'immobilise pas une ressource financière et on ne les accumule pas. Si vous avez plusieurs coopérateurs qui ont la même demande et que vous y souscrivez, vous, coopérative, vous allez vite être étranglé. Donc là, avec un effet revolving, ça permet de répondre un peu à cette question. Il y a des inconvénients. Le risque politique, mais qui n'est pas lié au portage, mais qui est lié d'une manière générale au thème du foncier, c'est la concurrence entre les coopératives, parce que vous êtes coopérative, pas toujours d'accord, ou sur le même territoire avec des intérêts qui sont peut-être différents. Vous êtes des sociétés totalement indépendantes. Et puis il y avoir aussi une concurrence entre coopérateurs au sein de la coopérative. Donc on en parlera tout à l'heure avec Camille. Et puis le second risque, bien sûr, c'est le non-paiement de loyer ou les moins-values à la revente. Là, ça suppose un suivi très très précis, quotidien de la relation avec la société coopérateur. Donc effectivement, il y a cet enjeu politique qui est présent quand même dans ce thème de foncier qui est une dynamite et que Camille va vous exposer. Alors, avant de se lancer c'est vraiment important d'analyser les dimensions juridiques, financières, mais également humaines, et cela, c'est le rôle du conseil d'administration. L'intervention sur le foncier est une décision de gestion qui doit être prise par le conseil d'administration. Cependant, les pouvoirs du conseil d'administration peuvent être limités dans les statuts de la coopérative et ainsi donner la compétence à l'Assemblée générale. Donc, je vous invite à regarder la rédaction de l'article 29 de vos statuts, où le conseil d'administration pourrait avoir des pouvoirs restreints en termes de capacité d'emprunt, de prise de participation, de conclusion de baux. Donc, il est vraiment important aujourd'hui de savoir qui est compétent dans les différents domaines pouvant toucher au foncier. Alors, avant d'intervenir sur le foncier, le conseil d'administration doit avoir une réflexion approfondie sur le sujet qui doit aboutir à une décision construite, ligible et partagée auprès des associés et coopérateurs. Cette réflexion, elle doit porter sur plusieurs points,
notamment la définition des objectifs poursuivis. Aujourd'hui, la coopérative souhaite-t-elle accompagner l'ensemble de ses associés coopérateurs ou seulement une catégorie d'associés coopérateurs, comme les jeunes par exemple? Donc, afin de limiter au maximum les risques de litige relatifs au choix du coopérateur, il est conseillé de rédiger un cahier des charges décrivant la procédure d'attribution du foncier. Et ce cahier des charges doit comprendre des critères objectifs. Il doit être aussi porté à la connaissance de tous les associés coopérateurs et aussi inséré dans le règlement intérieur. Alors, cette problématique, elle peut être levée, notamment lorsqu'il y a un accompagnement par le biais des SAFER. Il est possible, par exemple, qu'elle attribue prioritairement le foncier à des associés coopérateurs. Et s'il y en a plusieurs en concurrence, c'est le comité technique de la SAFER qui choisira le candidat. Le conseil d'administration doit aussi définir le projet d'accompagnement qui peut être l'acquisition de terres, la création d'une filiale, la mise en place d'aides financières pour les associés coopérateurs. Alors pour ceux qui étaient présents lors du webinaire de la semaine dernière, concernant la mise en place d'aides financières pour les associés coopérateurs, il faut faire attention aux risques de soutien abusif. La coopérative, elle est tenue d'évaluer les capacités de ses adhérents à surmonter les difficultés financières passées. Et la coopérative qui intervient sur le foncier au profit de ses associés coopérateurs doit s'assurer que le projet est solide économiquement pour l'associé coopérateur. Le conseil d'administration doit aussi réfléchir sur les limites qu'il se fixe en termes de financement, de surface, de prix, notamment la coopérative doit avoir une capacité financière suffisante. Elle doit éviter que son intervention sur le foncier ne débouche sur une utilisation abusive de son patrimoine social et grève lourdement ses finances, parce qu'elle va mobiliser des ressources, certes dans l'intérêt de ses associés coopérateurs et de son propre intérêt, mais sur des opérations qui restent accessoires à l'objet principal de la coopérative. Et puis aussi, concernant le prix du foncier, j'insiste dessus, mais il faut absolument éviter que la coopérative soit actrice de l'inflation du foncier sur les secteurs. Ensuite, le HCCA recommande que le projet de la coopérative d'intervenir sur le foncier fasse l'objet d'une communication auprès des associés coopérateurs. Le conseil d'administration, notamment via son rapport aux associés, doit informer de façon précise et détaillée sur la situation de la coopérative en matière de foncier. Donc, il est vraiment important de faire savoir que le foncier est une préoccupation qui est partagée entre la coopérative et ses associés coopérateurs. Alors, peut-être que je parle plus pour les coopératives vinicoles, mais malheureusement, les coopératives sont souvent mises devant le fait accompli lorsqu'il y a des ventes de parcelles qui sont engagées à la coopérative. Alors, aujourd'hui, à notre sens, il est indispensable de bien connaître ses adhérents pour pouvoir anticiper des situations contraignantes, mais également de faire en sorte que les associés coopérateurs aient comme réflexe de se tourner vers leur coopérative lorsqu'ils sont confrontés à des problématiques foncières. Alors, Frédéric va désormais vous présenter comment la coopérative peut financer ses actions sur le foncier. Voilà, dans cette partie-là, jusqu'à maintenant, on était dans est-ce qu'une coopérative peut financer, donc c'est des questions juridiques, est-ce qu'elle a le droit? Après, la question des moyens, c'est-à-dire comment, est-ce qu'elle a la capacité de financer, c'est un autre morceau du problème, donc on va essayer de le dégrossir, sachant qu'il n'y a pas une seule solution, hein. Les situations sont toujours très différentes, chaque dossier est différent, chaque région est différente, chaque coopérative est différente. Donc on ne prétend pas, nous, à être l'alpha et l'oméga des solutions et d'avoir une solution miracle, hein, mais c'est des pistes de travail. Donc au niveau des financements, on va envisager d'abord le cas du financement pour les coopératives. Donc la première source financement, c'est la diapositive, voilà, c'est cette diapositive. Ça correspond aux questions 46-48 du guide.
Pour une entreprise, d'une manière générale, les ressources disponibles sont l'autofinancement, les prêts bancaires, les subventions, les opérations de capital et les opérations quasi-fonds propres. Alors, laquelle choisir, laquelle privilégier? Sûrement pas l'autofinancement. On l'a rappelé assez souvent, le foncier n'est pas l'objet principal de la coopérative. Il est donc important qu'elle garde ses ressources financières pour son activité première, surtout que le foncier peut être assez lourd. Donc, c'est déconseillé. Le recours au prêt bancaire, actuellement avec le niveau de taux que l'on a, c'est pourquoi pas, il ne faut pas l'écarter. Il y a 2 points de vigilance. Il faut vérifier que ça n'obère pas la capacité d'endettement de la coopérative pour son activité principale, pour ses projets classiques, techniques, commerciaux, stratégiques. Et dans le cas du portage, il faut faire attention de ne pas avoir des remboursements de capital en cours de portage, mais avoir des prêts in fine, remboursement de capital à la fin. Troisième volet, subvention, bon, évidemment, oui, bien sûr, mais malheureusement, c'est une donnée rare. Certaines régions ont eu des dispositifs. Nous, région Sud, on a eu une période où le Conseil régional nous a accompagnés sur ça. Ce n'est plus le cas, mais ça resterait une solution intéressante. Après, sur les opérations capital et opérations quasi-fonds propres, je les donne, les opérations quasi-fonds propres, donc je vous les donne à titre indicatif parce que c'est assez rare. C'est l'émission de titres participatifs, les obligations, les avances remboursables. C'est très peu utilisé. Je pense que l'outil dans cette catégorie-là pour une coopérative, qui a été employé dans une coopérative de miel, par exemple, c'est les titres participatifs. Ça gagnerait à être connu. Ça permet une levée de fonds sans que les investisseurs rentrent au capital et avec une participation qui peut être déterminée entre une partie fixe et variable. Bon, voilà. Sur les opérations en capital, là, c'est plutôt à ce niveau-là, qu'une coopérative va pouvoir intervenir. C'est principalement des fonds qui seraient à mobiliser du côté des coopérateurs. L'idée, c'est de dire si on a 200 coopérateurs, si chacun met 1 000 euros, ça fait 200 000 euros. Alors, les outils pour le faire, ça peut être des parts sociales d'épargne. Mais l'inconvénient des parts sociales d'épargne, c'est qu'ils sont prélevés sur la masse distribuable. Donc, ça vient en moins de la rémunération des apports. Ça peut poser problème. Le second outil, c'est les parts à avantages particuliers, avec l'avantage de pouvoir transformer des parts sociales excédentaires en parts sociales à avantages particuliers, ce qui n'est pas le cas des parts d'épargne. Donc, ça, c'est un second outil. Et puis, la troisième option, enfin, qu'on vous indique, c'est si l'on veut faire participer non pas les coopérateurs, mais l'entourage des coopérateurs, les salariés, le territoire, il est possible de lever l'option associée non-coopérateur qui permet à des non-coopérateurs de souscrire au capital. Voilà. En fait, le plus important, c'est maintenant pour la filiale d'une coopérative, puisqu'on a vu que la recommandation de l'UHCCA est quand même de passer par une filiale. On retrouve logiquement les mêmes catégories, et je vais plutôt m'intéresser sur l'ouverture en capital. Bon, ça sera l'ouverture du capital de la filiale. Je vais plutôt m'intéresser sur les opérations quasi-fonds propres et surtout m'arrêter sur les profils des investisseurs parce qu'il y a beaucoup de différences entre les projets. Que ce soit d'ailleurs en ouverture en capital ou en quasi-fonds propres. Quelles sont les motivations de l'investisseur? Ça va être la rentabilité, avoir des dividendes. Ça peut être la plus-value, c'est-à-dire ne pas demander des dividendes trop importantes, mais espérer une plus-value à la sortie. Ça peut être les dispositifs fiscaux, de défiscalisation. Ça peut être aussi des notions de participation, de partage, de partager un projet avec un porteur de projet dans un territoire. Ça peut être un engagement militant et ça peut être aussi maintenant, pour les entreprises, par exemple, tout ce qu'on appelle RSE, qui peuvent être mobilisés. Donc, ça fait un peu 3 catégories d'investisseurs qui ont des comportements totalement différents. On va avoir des financiers classiques, on va avoir des gens passionnés par un produit, par exemple. On peut penser à du vin. Et puis, on a des investisseurs aussi citoyens qui veulent s'investir dans leur territoire. Les difficultés de cette levée de fonds, même dans une filiale, ça va être de différents niveaux. Le contrôle de la filiale, parce que si l'on fait rentrer beaucoup d'investisseurs, c'est l'objectif, mais c'est difficile à contrôler. Donc, selon le type de société que vous allez choisir et selon la manière dont vous allez rédiger les statuts, il va y avoir des moyens de
plus ou moins contrôlé, mais comment on appelle ça, un clignotant de vigilance. Le point difficile également, c'est au niveau de la commercialisation de ces parts sociales, ou comment faire pour dépasser le cercle local. Donc, et surtout, on n'est pas des intermédiaires financiers qui est assez stricte à ce niveau-là. C'est une seconde difficulté. Troisième difficulté, quand vous avez une société, notamment sur un profil investisseur, citoyen ou passionné, il faut animer ce groupe-là. Donc, c'est à la fois une chance, mais c'est aussi un investissement lourd. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la journée vendange pour les viticoles, par exemple, la journée taille, la journée assemblage, la journée dégustation, l'assemblée générale une fois par an. Donc, c'est à la fois ça qui est passionnant, mais c'est un sacré investissement quand même, hein. Et après, les difficultés, c'est que nous, sur le thème du foncier agricole, on n'a quand même pas des niveaux de rentabilité extraordinaires. Donc, on ne va pas intéresser des capital risqueurs sur les startups à 10%, comme on le voit sur les plateformes, hein. Dernière difficulté, c'est la liquidité, c'est-à-dire être en mesure de rembourser les gens quand ils veulent partir, et comment faire pour faire concilier la durée de l'investisseur avec la durée du foncier, hein. Donc, l'objectif pour la coopérative et sa filiale, c'est de recourir à des ressources qu'on va appeler patientes, dans le temps, peu onéreuses, et ça va être un travail beaucoup de communication et d'animation commerciale également. Donc, sur la diapositive suivante, on a isolé plusieurs possibilités enfin, on a fait des flashs sur des partenaires ou sur des moyens. Donc, on va parler de la SAFER, qui a un rôle quand même fondamental. Comme ça a été indiqué, oui, effectivement, la SAFER est là pour encadrer les prix, mais ça va même au-delà, hein. On va revenir un peu sur la notion de crowdfunding, parce que ça a tendance à monter. On va reparler des GFA, qui sont des sociétés qui sont anciennes, qui ont déjà fonctionné. On va parler des SIC, et puis on mentionnera Terre de Liens, avant d'ouvrir la discussion. Donc, au niveau de la SAFER, on est sur... excusez-moi, on est sur des sociétés d'aménagement donc foncier et de développement rural. Ce sont des sociétés SAS, hein, à but non lucratif et à intérêt public. Et la particularité, c'est que c'est des sociétés donc SAS, commerciales, mais dont les missions sont définies par le code rural, ce qui leur donne un impact et une légitimité incomparables. Leur mission, c'est de lutter contre la spéculation, l'accaparement des terres par une minorité, c'est de favoriser l'installation, favoriser le bio, dans les critères sur l'attribution de foncier, c'est mentionné par le code rural, œuvrer pour la restructuration parcellaire, etc., etc. Donc, ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que, comme elles sont incontournables, il faut très bien connaître leur fonctionnement, leur logique, et pour pouvoir bien travailler avec elles. Elles ont un périmètre régional, c'est-à-dire que chaque région a sa SAFER, ce qui induit la petite difficulté, d'ailleurs, quand on est dans un webinaire national, hein, comme de France et comme aujourd'hui, c'est qu'entre régions, les politiques ne sont pas totalement les mêmes, les dispositifs ne sont pas totalement les mêmes. Donc, ça, il faut le savoir. C'est donc une société régionale avec une déclinaison départementale, et notamment au niveau départemental a lieu ce comité technique départemental qui est en charge de l'attribution du foncier. Ces affaires-là, les affaires sont composées de représentants de chambres d'agriculture, de syndicats, par collège, c'est défini par le code rural. Il y a quand même pas mal de monde, hein, le conseil régional, le conseil départemental, banque, assurance, mutuelle, association des maires, État, notaire. Ce qui est important, c'est d'être présent au niveau régional et d'être présent ou représenté dans les comités. Ça va dépendre des comités, des régions, des départements. Mais si on n'est pas présent, vous devez connaître, enfin, c'est un conseil, c'est de bien connaître la composition de ces comités techniques et du conseil d'administration de la SAFER régionale pour pouvoir leur expliquer les projets, ce que vous voulez faire, votre état d'esprit, et pour pouvoir avoir plus de poids et d'être choisi à la fin.
Sur les affaires, un niveau important, hein, c'est un tandem politique entre un conseil d'administration et un comité technique, c'est très politique, et il y a un échelon technique qui est la direction et les conseillers fonciers. Ce tandem-là, on est bien passé, nous, coopératifs, pour le connaître, mais ils ont la même tension, on va dire. Il n'y a pas de préférence légale pour les projets des coopératives. Ça, c'est assez important à savoir. Dans le code rural, on vous parle d'installation JA, on vous parle de bio, mais il n'y a pas, à aucun endroit il y a marqué que l'adhésion à une coopérative est prioritaire. Donc, ça impose d'aller vers eux pour leur expliquer ce qu'on fait. Les outils sont puissants, droit de préemption, les conventions de mise à disposition, les conventions d'occupation provisoire et précaire. Ils ont mis en place aussi des systèmes d'information avec possibilité d'alerte des coopératives et de partenariats locaux. Et il y a des partenariats qui existent entre les SAFER des régions et certaines fédérations régionales. On va vous en citer 4. Après, aujourd'hui, le thème n'est pas la SAFER, mais c'est quand même un point assez important. Donc, 4 expériences de partenariat en Nouvelle-Aquitaine, donc des conventions tripartites entre la SAFER, la coopérative et le coopérateur, ou la fédération plutôt. Donc là, la SAFER achète le bien en Aquitaine, le donne en location sur 5 ans au coopérateur, et au bout de 5 ans, la coopérative le coopérateur peut racheter au prix d'achat moins les loyers. Donc ça, c'est un premier modèle où les loyers sont déduits du prix initial. Chez nous, en région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a pareil, hein, une convention tripartite. Là, c'est la SAFER ou la coopérative qui achète le bien, qui le donne aussi en location, mais pas par un bail, mais par une convention d'occupation provisoire et précaire. Et on a négocié, notamment avec le Crédit Agricole, puisque la convention est avec le Crédit Agricole, entre le loyer perçu qui est de l'ordre de 2,5 et le coût réel de 1,5. Donc ça fait un différentiel de l'ordre de 1% qui va être bloqué en épargne et qui va constituer un autofinancement qui sera à disposition, qui est bloqué pour le coopérateur. Là, on ne déduit pas les loyers du prix d'achat, on constitue une épargne qui fait un autofinancement. Voilà. Sur l'Occitanie, on a la coopérative qui achète directement ou via une filiale, et les candidats qui sont retenus par une promesse d'achat, qui signent une promesse d'achat, qui mettent une convention de disposition avec la SAFER. Je fais juste un arrêt, dans tous les dispositifs, en tout cas dans la région sud et Occitanie, c'est la même chose, pour trancher sur comment choisir entre les coopérateurs dans une même coopérative. L'un des moyens, en tout cas c'est ce que nous avons mis en place, c'est de dire ce n'est pas notre rôle de choisir, on présente les dossiers au comité technique départemental et c'est au comité technique départemental de décider qui est l'attributaire. Voilà. C'est une manière aussi de traiter ce problème-là. Et en région Grand Est, donc la signature d'un compromis de vente ou d'une promesse de vente par la SAFER avec une clause de substitution au profil des associés coopérateurs. Voilà pour vraiment une présentation globale de la SAFER. Sur un second thème, sur le crowdfunding ou sur le financement participatif. Bon, crowdfunding, donc c'est des techniques de financement avec des projets utilisant Internet. C'est donc une mise en relation directe entre un porteur de projet et des individus avec 3 acteurs, l'épargnant qui souhaite investir, le porteur de projet et la plateforme Internet qui va mettre en relation les 2 premiers. C'est pas gratuit, hein, les commissions sont de l'ordre de 5 à 12%. Les plateformes Internet, vous les connaissez, dans le milieu agricole, Mimosa est connue, mais on va voir qu'elle n'intervient pas sur toutes les formes de financement. Mais il y en a plein d'autres, hein, KissKissBankBank, WeSeed, Tuligo, bon, il y a plein de plateformes Internet. Attention, elles ne fonctionnent pas sur les mêmes modèles, hein. Il y a 3 formes d'intervention. Il y a les dons. Donc là, l'épargnant, c'est pas un épargnant, c'est un citoyen qui veut participer à un projet. Donc c'est intéressant, mais c'est des montants qui sont peu élevés. On peut espérer lever 10 000, 12 000 euros, mais ce n'est pas adapté, à mon point de vue, pour le foncier. Après, il y a une possibilité d'intervenir en prêt. Alors, par exemple, Mimosa propose ce genre de choses maintenant, c'est assez nouveau, mais les taux d'intérêt qui sont demandés sont quand même de l'ordre de 4%, 2 à 4%. Donc, par rapport aux prêts actuels,
j'allais vous dire, mieux vous adresser à la banque. Sauf évidemment si la banque ne vous suit pas. Mais c'est quand même assez onéreux. Donc il faut faire attention aux conditions d'intervention. Hein. Et le troisième volet, qui n'est pas ouvert par toutes les coopératives, par toutes les plateformes, c'est les financements en capital, où là on recherche, l'objectif pour nous, c'est du capital patient un peu onéreux, et ça, c'est pas facile. Alors, en dehors des plateformes Internet, là on parle du crowdfunding, mais il y a aussi des possibilités de financement participatif hors Internet. C'est l'ouverture du capital d'une SAS, par exemple, ou une action directe pour aller chercher des partenaires. Donc, on va parler du GFA, on va parler des SIC, pour essayer d'être complet sur le tour d'horizon. Enfin, complet, assez complet. GFA, c'est une forme de société qui est ancienne, hein, qui a donné de très bons résultats. Société civile, dont l'objet, c'est vraiment le cœur du sujet, c'est l'acquisition de terres agricoles pour les donner à bail à un fermier qui les exploite. Il y a des GFA qui exploitent directement et qui ont des avantages, mais nous, on va parler de GFA qui donnent à bail pour un fermier. Donc, les avantages de ce GFA, c'est des avantages fiscaux, notamment s'il y a un bail à long terme, justement, sur les successions, sur l'ex-ISF. Il y a aussi l'autre particularité qui peut être très intéressante, c'est que le fermage peut être payé en nature. Et donc, du coup, si je me fais référence, par exemple, au viticole, on peut déterminer une rétribution en bouteille de vin. Avec un prix de la bouteille de vin, on va choisir une bouteille prestigieuse qui nous fait honneur, mais qui est assez onéreuse. Et donc, ça nous permet d'avoir un levier financier pour avoir un taux de rendement facial intéressant. Alors, on a des GFA un peu de deux types. Là aussi, il n'y a pas les mêmes profils. Il y a des GFA de type prestige, hein, où on va avoir des produits de fermage haut de gamme. On pense au Champagne, Château du Pape, Grand Cru de Bordeaux et Grand Cru de d'autres régions. Excusez-moi, c'est souvent viticole, mais c'est là où ça s'est développé. Et après, on a des GFA de type plus solidaire. Ça existe notamment dans le sud-ouest, dans les Pyrénées, qui sont plus dans le registre local ou l'épargne solidaire. Ce n'est pas la même typologie. Les limites des GFA, c'est avant les coopératives ne pouvaient pas rentrer dans les GFA, maintenant c'est possible. Par contre, les droits de vote sont limités et les coopératives n'ont pas de pouvoir de gestion, n'ont pas la possibilité d'avoir une organisation de gestion et de direction. Donc on n'exploite pas en direct et puis on ne peut pas non plus commercialiser les parts sociales du GFA. On n'a pas le droit de faire un appel public à l'épargne, c'est-à-dire qu'il faut rester en dessous de 150 personnes. On ne peut pas faire de communication promotionnelle. Donc, c'est assez délicat pour vendre et il faut s'adresser à des intermédiaires financiers et dont certains sont très onéreux. Voilà les problèmes des GFA, donc commercialisation, et puis c'est une société qui peut échapper au contrôle de la coopérative. Les SIC, c'est une structure qui est un peu plus récente. Ce sont des sociétés coopératives. Hein. C'est intéressant parce qu'elles sont donc à capital variable. Donc, on n'a pas besoin, à chaque souscription de capital, de revoir tout. Mais elles sont soit à forme variable, soit à forme... pardon, excusez-moi. On peut choisir une forme SAS ou SARL. Donc, les SIC, c'est quoi leur intérêt? Pourquoi elles sont créées? C'est pour regrouper autour de la table des gens qui ont des profils totalement différents autour d'un même projet. Alors, ça peut être très intéressant sur des projets territoriaux et on pense que sur le foncier, ça peut être aussi un outil intéressant. La loi définit trois types de catégories obligatoires: les bénéficiaires, les salariés ou, en l'absence de salariés, les producteurs de services, et puis une catégorie autre. Alors, par exemple, on peut imaginer une SIC où il y a les bénéficiaires, dans nos cas, ce seraient nos coopérateurs, les producteurs de services, c'est-à-dire ceux qui aident à la réalisation de l'objet social. On peut essayer de mettre autour de la table, justement, ces fameux partenaires publics, les régions, les communes, les agglos, et des partenaires privés qui peuvent être les coopératives, les non-coopératives, mais aussi les banques, les particuliers, les clients, les fournisseurs. Voilà. C'est très ouvert, donc ça peut être intéressant. Deux types de SIC, j'essaie de vous faire un tableau non exhaustif, mais il y a des SIC qu'on va appeler locales, c'est-à-dire que le profil, c'est la diapo suivante,
c'est un profil... Gaëtan, si tu veux mettre la diapositive suivante, c'est possible? Non? Voilà, merci. Local, donc avec un objectif qui est souvent double, c'est-à-dire que ce sont des coopératives qui ont souvent des magasins de vente et qui ont un carnet de clients qui est très très important. Et donc, constituer une SIC autour d'un projet foncier avec une installation, c'est une manière de lever des fonds, c'est l'objectif premier, mais c'est aussi un moyen d'animer le magasin et d'avoir un support de communication qui est performant, intéressant, local, territorial, sociétal. Donc, ça coche pas mal de cases. C'est des sites qui sont intéressantes. Il y en a, il y en a dans la vallée du Rhône, hein, Ronéa, Agamy, Vigneron-Ardéchois, et puis d'autres, Faugères, d'autres que je ne connais pas forcément. Par contre, c'est pas ouvert, à mon sens, c'est pas ouvert à tout le monde. Il faut avoir une capacité importante d'organisation et d'animation, un carnet client très important, hein, et avoir les moyens de dégager quand même l'équivalent d'un temps plein pour l'animation et pour le suivi de ça. L'autre type de SIC, c'est une SIC que je vais appeler institutionnelle parce qu'elle vise non pas des particuliers, mais elle va s'adresser plutôt à des institutions, soit publiques, soit privées. Voilà. Alors, après, je vous ai dit, là je parle de SIC, mais il est possible d'ouvrir le capital aussi des SAS, des SCEA, et d'avoir des démarches plus locales. Sur la SIC institutionnelle, à titre d'exemple, donc nous on a créé une SIC avec la SAFER en bénéficiaire, en fondateur, donc la SIC Terre Adonis, dont l'objectif c'est de l'achat du foncier pour le portage. Donc en fait, le foncier il est acheté par la SIC. Cette SIC elle est régionale, mais on fait un tour de table spécifique par projet. Et pour chaque projet, on va essayer de recueillir différents partenaires qui ne seront pas les mêmes à chaque fois, hein. Par définition, c'est ce qu'on a voulu, le porteur de projet met 10% du montant du foncier, c'est une sorte de fonds de garantie. Le foncier qui est acheté à la SIC, par la SIC, d'abord, il y a eu une attribution de comité technique départemental, hein, on passe toujours par la SAFER. Si on est attributaire hein, et qu'on a fait le tour de table, alors on met en location avec un bail long terme à 25 ans. Pour répondre à une question, pourquoi un bail long terme à 25 ans? Parce que c'est le seul qui permet, en cas de pépin, de récupérer le bien. Mais même si on a un bail à 25 ans, on a une promesse d'achat du porteur de projet entre 7 et 15 ans, avec des clauses, comme l'indiquait Camille, on fait partie de cette tendance-là, où on a inséré des clauses dans l'acte de vente, dans le bail, dans la promesse de vente, et dans le cahier des charges à faire aussi, pour indiquer la liaison entre ce portage-là et l'adhésion à une coopérative ou à une union de coopératives, dans la mesure où la coopérative ou l'union de coopératives ont participé au projet. Voilà, je pourrais y revenir plus largement, mais voilà. Enfin, pour évoquer quand même un outil, une démarche qui est plus ancienne encore, hein, qui a plus de recul que nous. Donc c'est Terre de Liens, c'est un mouvement donc, citoyen national qui a une ambition un peu différente, mais complémentaire et cohérente avec, en articulation avec nous. Donc, c'est supprimer le poids de l'acquisition foncière pour les agriculteurs, c'est préserver le foncier, lutter contre la spéculation foncière et l'artificialisation des terres agricoles. Alors, il y a une structuration qui est beaucoup plus travaillée, hein. Il y a un réseau associatif qui accueille les porteurs de projets, qui est donc local. Il y a une foncière hein, et il y a une fondation qui permet aussi de recevoir des legs. Donc, Terre de Liens, ça intervient sur le foncier, il y a la foncière, il n'y a pas de coïncidement. Donc, à ce stade-là, on ne peut pas imaginer qu'une COP, par exemple, l'État de Liens investisse en même temps, mais après, ça peut peut-être évoluer. Et l'autre grosse différence, moi, je vous ai parlé beaucoup de portage, parce que moi, mon conseil d'administration m'a donné comme mission de travailler sur cette notion de portage, c'est pour ça que je suis un peu orienté sur ça. Mais eux, ils libèrent ils dissocient l'exploitation agricole, le métier d'agriculteur, de la propriété. Et donc la propriété reste à la foncière ou à la fondation de Terre de Liens. Il n'y a pas de portage, il n'y a pas de rétrocession. Voilà un premier panorama de différents outils, moyens, expériences. Merci de votre attention.
Merci à tous. Donc voilà, merci à Camille, à Frédéric. Je vais passer la parole à mon collègue donc, Laurent Cudzac, qui a compilé les questions qui ont été posées dans la discussion. Donc, on va déjà reprendre celles qui ont été posées dans la discussion. Et puis, après, vous n'hésitez pas à intervenir si vous voulez dire quelque chose, réagir. Vous avez l'outil, vous pouvez lever la main, comme ça on vous donnera la parole. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous manifester. Pensez bien à activer votre micro et à le désactiver. Laurent, à toi la parole. Oui, donc bonjour à tous. En effet, donc on a, donc j'invite les participants, le cas échéant, à continuer à poser des questions via la conversation ou de demander la parole. On a une première question concernant la qualité du bail à mettre en place entre la coopérative et l'exploitant. Peut-être Camille, tu aurais une partie de réponse entre bail à construction ou bail amphithéotique. Alors oui, concernant le bail amphithéotique, alors c'est un bail qui n'est pas soumis au statut du fermage. C'est un bail à long terme qui peut aller d'une durée de 18 ans à 99 ans. Pour moi, il faut être vigilant par rapport à l'utilisation du bail amphithéotique, notamment par rapport au risque de requalification de ce bail en bail rural. Notamment, il y a des clauses en fait qui doivent être. Il y a des caractéristiques essentielles concernant ce bail, notamment la possibilité pour le preneur de le céder ou de sous-louer le bien à une autre personne. Il y a aussi le prix du loyer du bail amphithéotique doit être, on va dire, modique par rapport aux loyers qui sont prévus, qui sont fixés par les arrêtés préfectoraux dans le cadre du fermage. Donc, s'il y a un certain nombre de conditions, si elles ne sont pas respectées au niveau du bail amphithéotique, il y a vraiment un risque de requalification de ce bail en bail rural soumis au statut du fermage et du matériage. Après, il y a aussi un autre point qui est important, c'est que dans ce bail amphithéotique, aucune clause ne peut limiter l'usage auquel le preneur peut affecter les lieux loués. Et s'il y a une clause justement qui prévoit cette limitation d'usage, eh bien pour moi, il y a encore un risque de requalification en bail rural. Concernant le bail à construction, je ne sais pas si, je ne suis pas certaine que ce type de bail soit compatible avec l'activité agricole lorsqu'on est dans le cadre de l'exploitation de parcelles. Pour moi, c'est un bail qui est adapté pour la construction d'immeubles, mais après, si par exemple une coopérative achète du foncier, des vignes, des surfaces agricoles pour le louer à ses associés coopérateurs, je ne vois pas l'intérêt de conclure un bail à construction dans ce cadre-là. Ok, merci Camille. J'espère qu'on a répondu à la question. Une autre question venant concernant des coopératives de type 2 et savoir si ça ne pourrait pas être un cadre pertinent pour les coopératives qui souhaiteraient travailler sur le foncier. Muriel, peut-être une réponse? Oui, quelques précisions donc par rapport au type 2. Donc, dans le type 2, on est dans une démarche qui est un petit peu différente, puisqu'en fait, à ce moment-là, cette activité en fait, va être intégrée dans l'activité principale de la coopérative. C'est la coopérative qui va être exploitante. Et en fait, comme c'est intégré à l'objet principal, les associés coopérateurs vont vont s'engager dans cette activité de type 2, donc vont s'engager sous forme d'heures de travail qui seront réalisées donc, au bénéfice de l'exploitation, et ils doivent également souscrire du capital social. Donc, effectivement, c'est une possibilité, mais c'est une démarche qui est différente, puisque là, en fait, c'est bien la coopérative qui est exploitante et les associés coopérateurs qui ont un véritable engagement d'activité, comme pour les autres activités de la coopérative.
Ok. Un complément peut-être Frédéric là-dessus sur le type 2 ou pas? Oui, c'est pour vous dire qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'exemples qui existent, mais c'est sans doute un chantier qu'on va reprendre sérieusement parce qu'il y a une tendance, un retour d'intérêt pour des formes collectives d'exploitation agricole. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir reprendre. Il y avait dans le type 2 aussi une question sur au niveau social qui n'est pas évident à résoudre, mais on va pas y rentrer aujourd'hui, hein. De tête, Muriel aussi, en complément, c'était compliqué d'être type des statuts de type 1 avec des statuts de type 2 dans les mêmes entités, si mon souvenir est bon. Non, enfin ça peut Non. se faire. C'est vrai qu'on a, D'accord. on a certaines coopératives qui ont les deux. Alors à ce moment-là, ça répond encore à autre chose. C'est-à-dire que là, c'est plus du travail à façon qui est fait par les associés coopérateurs dans ce cas-là, notamment pour l'engraissement des animaux. Donc là, c'est encore autre chose. C'est, à mon avis, moins lié au foncier. D'accord. Voilà, on a fait le tour des questions, des interactions pendant la conférence. J'invite en tout cas à nouveau les participants à se manifester. Il y en avait une un peu plus d'ordre général, donc notre guide de pratique coopérative et foncier. Donc si vous êtes une coopérative adhérente de notre réseau, nous vous invitons à vous rapprocher de votre fédération régionale ou départementale qui saura vous le faire parvenir dans les conditions. Si vous êtes extérieur à notre réseau, nous vous demandons en tout cas de vous faire connaître pour qu'on puisse, pareil, vous le faire parvenir via nos réseaux de distribution, le cas échéant. J'ai pas d'autres questions. Ah, on a une question. Oui, bonjour. J'avais une question. J'ai pas le bail sous les yeux, mais est-ce qu'il est possible de revenir sur les conditions d'un bail si on voit qu'en fait le montant annuel ne couvre pas en fait les charges? Camille, je te laisse répondre à cette question ou tu fais appel à Muriel? Je peux répondre à la question sans souci. Alors, il faut savoir que un bail qui est conclu par une coopérative, elle doit respecter. Alors, je ne sais pas quel est le type de bail que vous avez qui vous concerne en l'occurrence. J'imagine que c'est un bail qui est soumis au statut du fermage, donc soit un bail. Oui, c'est un fermage. Oui. Donc en fait, le statut du fermage est un statut qui est très protecteur du preneur. Donc le bail qui est conclu par la coopérative doit respecter ce statut du fermage et du métayage. Et le montant du fermage n'est pas un montant qui est libre. En fait, le prix doit être fixé d'un commun accord entre les parties, mais dans des fourchettes qui sont fixées par arrêté préfectoral. Donc une fois que le prix a été fixé, les parties ne pourront pas décider unilatéralement de modifier ce prix. Après, il est possible de modifier le prix en cours de bail ou au moment de son renouvellement, mais c'est vraiment dans des conditions très strictes qui sont définies par le Code rural. D'accord. Et c'est bien sûr en cas d'accord des deux parties, c'est-à-dire du bailleur et de l'agriculteur. Oui, c'est ça. Et c'est toujours dans la limite des fourchettes fixées par arrêté préfectoral. D'accord. Merci. Merci Camille. On donne la parole à Monsieur Grimaud. Monsieur Paul Grimaud, vous aviez demandé la parole. Votre micro n'est pas actif. C'est bon. Je suis désolé, c'est une erreur de manipulation. Ah, eh ben ça arrive. Excusez-moi. C'est pas grave.
Il y a Monsieur Perrault qui nous a posé une question via la conversation. Alors, il peut peut-être la repréciser, mais déjà, Fred, je te laisse répondre. Oui, ben la question c'est toujours important, c'est de quoi on parle, quel est l'impact des dispositifs en place par rapport aux surfaces, ça c'est une question très importante. On n'a pas les données au niveau national, on a un projet en cours, enfin qu'on espère avoir sur l'année qui vient pour être un peu plus précis sur ça. Il faut savoir quand même que coopérative et foncier, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça fait très peu de temps que on a vraiment on s'est donné le droit d'intervenir. C'est-à-dire, il y a 10 ans en arrière, quand on parlait de coopérative et foncier, on était traité de colcosien quand même. Hein. Donc, on n'a pas de grande antériorité sur ça. Donc, on est un début. La seconde chose, c'est que quand on dit qu'on suit les recommandations du HCCA, c'est-à-dire que ce n'est pas l'objet principal, c'est que il y a le mot qui correspond le mieux à ça, c'est subsidiaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas la vocation de mon point de vue, hein, c'est personnel, on n'a pas la vocation et l'ambition de répondre à un impact très important. On est là plutôt s'il y a un problème pour y répondre. Dans la question, il y a marqué aussi que le portage par la SAFER n'est rien spécifique au COP, c'est exact. Hein, il y a des conventions SAFER agricole qui s'adressent à tout le monde, la SAFER s'adresse à tout le monde. Par contre, j'attire votre attention que dans ce que je vous ai expliqué, et dans les conventions de certaines régions, les coopératives interviennent. Comme par exemple chez nous, elles peuvent acheter le foncier dans le cadre de cette mise à disposition sur laquelle on se met sous la SAFER. Mais il y a une intervention des coopératives, c'est assez nouveau. Donc nous, en région Sud, on a eu une politique à un moment du conseil régional avec des subventions. Donc il y a eu quelques centaines d'hectares qui ont été concernés, mais voilà, c'est de l'ordre de centaines d'hectares, à mon sens, actuellement. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, on a deux autres nouvelles questions concernant est-ce qu'une coopérative donc, peut acquérir du foncier pour développer les mêmes productions que celles de ses adhérents. Peut-être Camille repréciser en effet oui. le début de ton intervention. Alors, une coopérative, donc l'intervention sur le foncier par une coopérative doit être en lien avec son objet social et donc doit avoir un rapport direct avec l'objet social de la coopérative. Donc, de fait, une coopérative peut acquérir du foncier pour développer les mêmes productions que celles de ses associés coopérateurs. Oui, et même le doit. Ok. J'espère qu'on a répondu à Madame Guillou. Une autre question concernant est-ce que l'intervention de la coopérative par rapport au foncier est aussi valable pour une serre? Et donc, en tant que tel, dans l'outil de production, je me doute que c'est ça en dehors du foncier. Est-ce qu'on peut avoir un début de réflexion, ça me semble un peu délicat, hein, parce qu'on a parlé de risque. Hein, il y a quand même, c'est des investissements et c'est une notion de risque. Sur le foncier, on peut estimer que, enfin, ça dépend des régions, mais que ce risque, il est existant, mais il est quand même appréhendable. Sur la serre, qui a un outil économique, ça va être moins facile. Hein. J'ai pas d'autre réponse. À ma connaissance, ça ne s'est pas fait non plus. Les coopératives sont intervenues uniquement sur du foncier, que ce soit viticole ou arbo ou maraîcher, mais pas en tant que tel sur des serres, etc. Bon. Reste-t-il des questions, des remarques, un commentaire sur... Oui, Noémie Barlet, donc, qui fait partie de la coopération agricole. Noémie, nous t'écoutons. Oui, bonjour, merci Gaëtan. Donc là, j'interviens en tant qu'animatrice de la section Vigneron Coopérateur Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, je souhaitais juste vous évoquer les travaux qu'on mène à notre niveau régional sur ces questions de portage foncier et de coopération.
J'ai la chance aujourd'hui d'être aussi accompagnée par notre partenaire parce que voilà, en fait aujourd'hui, avec l'INRAE et notamment l'UMR Territoire et la chercheure Christine Léger-Bosch qui est connectée aujourd'hui et à qui je vais passer la parole pour préciser ces éléments. Mais c'était voilà, simplement vous évoquer ce projet que nous menons. Donc l'objectif, c'est de faire en fait un premier état des lieux très opérationnel du portage foncier au niveau des caves coopératives et de se faire accompagner par la recherche pour apporter les meilleurs éléments de compréhension aux caves coopératives, mais bien sûr après à l'ensemble des filières sur ces sujets-là. Christine, est-ce que tu veux bien peut-être présenter en quelques mots juste le sujet pour voilà, si vous avez voilà, des questions et puis même voilà, vous présenter un peu ce qui se fait au niveau du réseau sur ces points-là. Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui. Oui. Du coup, le projet COP-Portage, c'est un projet de transfert scientifique qui est financé par deux programmes, le programme Carnot et l'ICIT Cap 2025 sur Clermont-Ferrand, donc qui sont des fonds destinés à transférer les résultats de la recherche vers les acteurs socio-économiques. Donc nous, on va travailler là pendant 2-3 ans sur les innovations de portage foncier par les coopératives. L'idée, c'est de mettre en application, enfin d'utiliser une grille d'analyse qui émane de travaux qui ont porté sur le portage foncier de la part de Terre de Liens ou de collectivités locales qui a été évoquée là dans la présentation par ailleurs. C'est une grille d'analyse qui permet au-delà des considérations juridiques qui permettent de dresser le champ des possibles juridiques en matière de portage pour les coopératives, il s'agit d'essayer d'éclaircir quelles sont les relations économiques qui se jouent et qui sont mises en place dans les différentes formes de portage qui sont expérimentées aujourd'hui pour faire un point et comme éventuellement aide à la décision sur les stratégies foncières des coopératives. Ok, merci madame. Donc, si des coopératives d'aventure sont intéressées par ça, alors il y a une foultitude de projets qui sont menés. Il y a un projet on a aussi un chercheur aujourd'hui de l'ESA qui est là. Il y a aussi des initiatives en région. Donc, vous voyez, le sujet du foncier est vraiment investi par l'ensemble des acteurs de la coopération. Donc après, si vous voulez vous renseigner sur ce qu'il fait, vous n'hésitez pas à contacter vos fédérations régionales ou nous contacter directement. Et puis on pourra aussi vous aiguiller là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une autre question, une autre chose à partager, une autre remarque? Peut-être moi, oui, j'avais peut-être une question, peut-être Fred, sur comment on valorise et comment on rémunère les récoltes du foncier qui est exploité directement par la COP et qui, pour les associés coopérateurs, dans le cadre des prestations de services, comment vous rémunérez, comment sont rémunérées ces récoltes? Tu peux nous repréciser peut-être ce cadre-là? Je ne sais pas si j'étais assez clair dans ma question. Oui. Ben, il y a deux cas de figure. Enfin, Camille, tu me corriges le cas échéant. Il y a deux cas de figure. Il y a soit c'est dans le cas où la coopérative, exploite pour elle-même. Donc là, elle n'est pas rémunérée. Hein, ça rentre dans ses produits et charges directement. Ça, c'est quand elle exploite elle-même. Après, quand elle. Tant que tu as la fenêtre. Oui. T'as vu? Après, quand elle donne en portage ou qu'elle fait exploiter par d'autres exploitations qui rentrent la production dans la coopérative, eh ben, ils sont rémunérés dans les mêmes conditions que n'importe quel autre coopérateur. Hein. Ça, c'est le principe de base. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de différence. Et il ne faut pas qu'il y en ait. Hein. Ok, merci. Doit-on changer les statuts de la coopérative ou son règlement intérieur si on souhaite acquérir du foncier? Camille, Muriel, peut-être Alors, vous m'entendez? Les statuts n'ont pas besoin d'être modifiés, hein, donc vous n'avez pas besoin de réunir
extraordinaire pour pouvoir intervenir sur le foncier. Concernant le règlement intérieur, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais s'il y a un projet d'intervention sur le foncier, notamment au profit des associés coopérateurs, nous, on recommande à ce qu'il y ait un cahier des charges qui soit défini avec des critères objectifs. Donc, j'aurais tendance à conseiller très vivement à ce que le règlement intérieur contienne ce cahier des charges et le projet à destination des associés coopérateurs, avec notamment les critères objectifs qui soient bien détaillés. Très bien. Il faudrait déposer un dossier aussi au HCCA ou pas du tout pour sécuriser ce montage foncier. Comment ça fonctionne avec la relation avec le HCCA si on décide d'acquérir du foncier? Vous n'avez pas besoin de déposer un dossier particulier auprès du HCCA. Hein. Le rôle du Haut Conseil de la coopération n'est pas de valider les projets fonciers qui sont mis en place au niveau des coopératives agricoles. Très bien, merci. Je pense avoir fait le tour, Gaëtan, des questions ça pouvait susciter dans un premier temps. Très bien, merci Laurent. Alors, suite à ça, une dernière remarque. On laisse une minute si quelqu'un veut se manifester, sinon on va clore. Donc n'hésitez pas. Donc le temps que vous manifestez si vous le souhaitez. Donc pour vous redire, hein, ce thème du foncier qui investit depuis longtemps par la coopération agricole. Dessus, il y a vraiment un enjeu même de vie coopérative. Donc, vous le voyez, dans les coopératives, c'est devenu un laboratoire d'idées, d'initiatives, des choses qui ont été faites, sur lesquelles aujourd'hui on peut avoir un retour. Même si ces dernières années, on a vu une accélération des différents projets, des sites qui se sont montés, vraiment des participations de la part des coopératives sur le foncier. Mais il faut vraiment garder à l'idée que ça doit servir l'ensemble des coopérateurs et qu'il faut que la coopérative reste à la fois un choix d'efficacité économique pour les associés coopérateurs, mais que ce soit aussi un choix dans le pacte coopératif. C'est-à-dire qu'on intègre un projet collectif, un projet qui porte des valeurs de la coopération, et nécessairement, si ces valeurs ne sont plus au rendez-vous, les associés coopérateurs ne le seront plus non plus. Et donc, c'est tout là l'enjeu vraiment de réinsuffler le pacte coopératif à travers différents outils, en réinventant peut-être aussi le sociétariat des coopératives. Donc, c'est ce qu'on a essayé de vous présenter à travers ce webinaire. Donc, nous remercions vous tous qui avez été présents, qui nous avez suivis. Merci à l'ensemble de l'équipe. Donc, avec les adresses mail que nous avons récoltées, nous allons vous envoyer l'enregistrement du webinaire, le diaporama. On va préparer aussi une petite note synthétique avec toutes les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été apportées. Et enfin, donc, si vous souhaitez vous lancer dans un projet, si vous avez des questions, le mieux est donc de contacter votre fédération régionale qui, elle, pourra vous aiguiller. Pour clore, pour faire un peu une évaluation de ce webinaire, alors là, on est encore trop nombreux pour donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Ce que je vous propose, c'est que vous ouvriez la discussion et que dans la discussion, vous mettiez un mot, un qualificatif, un très court condensé de ce que vous avez pensé de ce webinaire. Ça nous aidera aussi à améliorer les webinaires qu'on peut vous proposer. S'il y a des sujets aussi sur lesquels vous voudriez qu'on continue de faire des webinaires. Donc voilà, dans la conversation, vous pouvez nous mettre un petit mot pour résumer ce webinaire ou une petite anecdote, une petite annotation. Voilà. Donc merci à vous. Je ne sais pas si Laurent, Frédéric, Camille, Muriel ou Charles ont quelque chose à dire. Parlez maintenant. Non, c'est bon. Non, remercier les participants et remercier en effet les intervenants pour, je pense, la clarté de leur intervention. Merci à tous. Et donc, on était à plus de 80 participants au plus fort et qui reste encore. Donc, très bonne chose. Merci à vous. OK, super.
Merci à tous. Donc, n'oubliez pas de nous mettre un petit mot et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à Merci tous. beaucoup. Au revoir.